Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 240. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. La réputation, c'est ce que disent les gens de vous quand vous n'êtes pas là. Eh bien, la réputation de mon invité l'a précédé. Avant de le contacter, son nom m'a été cité à de nombreuses reprises et à chaque fois, les commentaires étaient dithyrambiques. Un grand pro, un homme bien, un véritable expert. C'est rare d'entendre autant de bien d'une personne. Ma curiosité était piquée. Il fallait que je le rencontre et que je vois par moi-même. Et je peux vous dire que je suis pas déçue. J'ai eu le plaisir de discuter avec Moni Chim de son cœur de métier, la publicité LinkedIn. Je vais être honnête avec vous, j'avais un peu peur d'entendre ce que j'ai entendu partout ailleurs sur les pubs de réseau. Meta, LinkedIn, pour moi c'est kiff-kiff. Et j'ai été surprise, agréablement surprise. La réputation de Moni est fondée, il s'y connaît. Et manifestement, moi, j'avais rien compris à LinkedIn Ads qui, manifestement, n'a rien à voir avec Meta. Je vous propose d'accueillir tout de suite Moni Chim. Bonjour Moni, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle et bonjour à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Ça fait longtemps que je suis fan du podcast et je suis hyper heureux de vous rejoindre aujourd'hui. Écoute, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui au micro de mon podcast Moni. On va parler évidemment de LinkedIn Ads puisque tu es un peu le spécialiste des LinkedIn Ads et moi j'aime bien en fait qu'on parle de ce sujet-là parce que on parle tout le temps de Facebook Ads et c'est bien Facebook Ads, j'ai rien contre mais LinkedIn c'est vraiment moi c'est mon terrain de jeu, hein, toi aussi et je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire super intéressantes donc tu vas nous expliquer tout ça. Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu peux nous dire, Moni, pour celles et ceux qui peut-être te connaîtraient pas, qui tu es et ce que tu fais? Je suis Moni, je suis spécialiste LinkedIn Ads au service des entreprises B2B, SaaS et services à forte valeur ajoutée. Je suis aussi l'hôte du podcast Marketing B2B et enfin je suis créateur de contenu sur LinkedIn. Je travaille en collaboration avec Cognizum sur des contenus co-brandés sur le marketing B2B. Trop bien. Écoute, c'est top parce que moi j'ai plein de questions à te poser sur les LinkedIn Ads. Pour tout te dire, alors moi je fais très peu personnellement de pub. Ça peut m'arriver, mais j'en fais très peu, donc je suis pas du tout spécialiste. J'en ai fait un petit peu sur LinkedIn. Je trouvais ça pas inintéressant. C'est pas forcément la première plateforme vers laquelle on se tourne en général quand on veut faire de la pub sur les réseaux sociaux. Le grand classique, je pense que tu vas pas me dire le contraire, c'est d'aller vers Meta, de faire des pubs sur Facebook. Ils ont fait les choses très bien, Facebook, pour nous donner envie d'essayer et que voilà. Donc on est nombreuses, je pense, à avoir commencé comme ça. Mais LinkedIn, je trouve, est vachement intéressant parce que c'est pas forcément la même audience, c'est pas forcément les mêmes sujets. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que LinkedIn Ads, finalement, c'est pour tout le monde ou est-ce que il y a un type d'entreprise pour lesquelles c'est plus adapté? C'est une excellente question. LinkedIn Ads n'est clairement pas adapté à toutes les entreprises. Il y a plusieurs critères qui vont décider si LinkedIn Ads peut être un bon fit pour votre entreprise. Le premier, c'est quelle est la nature de votre audience. LinkedIn Ads est évidemment plus adapté à des audiences B2B, c'est-à-dire que vous, dans votre groupe d'achat, vous avez des personnes qui sont employées ou qui sont C-level dans des entreprises que vous voulez cibler de manière spécifique. Parce que c'est LinkedIn qui est la seule plateforme publicitaire qui permet d'aller cibler spécifiquement des audiences B2B. Alors qu'avec Meta, avec Google, on n'est pas capable de faire ceci. Donc audience B2B. Il y a un second critère, c'est au niveau du panier moyen. On est typiquement sur des paniers moyens supérieurs à 10 000 euros par an. Du moins, c'est c'est les clients avec lesquels je travaille, sachant que c'est possible aussi de faire fonctionner cela avec des paniers moyens inférieurs, mais cela réduit les chances de succès. LinkedIn Ads. Ce que tu appelles le panier moyen, je te coupe Moni, ce que tu appelles le panier moyen 10 000 euros par an, c'est l'investissement que tu vas mettre dans tes ads, c'est-à-dire en gros
faire très gros, 1 000 € par mois, quoi. Si on enlève une petite Alors saisonnalité. justement, c'est pas ça. C'est plus combien, bah, tu vois. Ouais, donc t'as bien fait de poser la question. C'est combien va valoir un client qui, en moyenne, qui vont acquérir avec LinkedIn Ads. C'est-à-dire que par exemple, s'ils vendent un service ou un produit qui va valoir à peu près 1 000 € par mois, ça passe plus facilement que si c'est un produit, par exemple, qui coûte 100 € ou qui coûte 500 € et puis c'est tout. Mais alors attends, pardon, j'ai pas compris. Donc, quand tu me parles de 10 000 €, ça veut dire quoi? Il faudrait que le coût d'acquisition de ton client soit de 10 000 €? Le coût d'acquisition sera inférieur, mais en tout cas, la valeur du client annuel sera environ 10 000 €. Donc ça veut dire que par exemple, si j'ai un service que je vends... Ce que te rapporterait le client que tu vas réussir à acquérir grâce au LinkedIn Ads, il faut que le client il te rapporte 10 000 € ou plus. Donc c'est pour des high tickets. On n'est pas là pour vendre un service à 50 €. Clairement, c'est pas ça. On est sur c'est pour ça que tu parles de B2B, c'est qu'on est sur du service, typiquement d'accompagnement long terme, par exemple, de choses comme ça. C'est ça. Super intéressant. Plus sur des grandes sociétés que va dire sur des freelances. Si tu veux toucher des freelances, je pense que c'est mieux de faire du Meta Ads par exemple. Ils seront plus adressables et moins chers à toucher. Par contre, si tu cherches à toucher des C-level sur des très grosses boîtes, ça va être compliqué d'utiliser Meta. Ouais. Alors, je comprends que ce soit compliqué d'utiliser Meta pour toucher les C-level, mais du coup, je sais pas s'il y a une bonne réponse d'ailleurs pour ça. Qu'est-ce qui fait que sur LinkedIn, en fait, les clients sont avec des plus gros tickets d'entrée? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il faut avoir du high ticket, vendre du high ticket pour que ce soit j'ai des benchmarks devant moi. Ce sont des benchmarks que j'ai récoltés sur 12 clients récents. Le coût par clic moyen sur une publicité image, il est entre 2,9 et 4,5 €, ce qui est très supérieur à ce qu'on a sur Meta. Sur Meta, on va avoir un coût par clic à peut-être 50 centimes. Et ces coûts-là, ils s'expliquent par 2 raisons. La première, c'est qu'on a moins d'inventaire publicitaire. Il y a des gens qui, comme toi et moi, Estelle, sont toujours sur LinkedIn, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément toujours sur LinkedIn. Les gens, en moyenne, ils vont être sur LinkedIn, je crois, une demi-heure par mois, alors qu'ils vont être sur Facebook beaucoup plus. Ah, waouh! Donc du coup... J'aimerais bien être sur LinkedIn qu'une demi-heure par mois. J'avoue que moi, c'est plus 1 heure par jour, ou voire plus. Donc voilà, il y a ça, donc il y a moins d'inventaire publicitaire. Et de l'autre côté, il y a une concurrence. Il y a beaucoup de gens qui veulent toucher ces gens-là. Et donc du coup, c'est ça qui va faire augmenter les coûts publicitaires. Donc il y a ça qu'il faut prendre en compte. Et il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte quand on fait de l'acquisition publicitaire en B2B. Il y a des gens qui ont l'idée, on appelle ça le funnel naïf. Ils pensent que tu lances ta pub, lead magnet, on envoie une séquence de 5 emails et les gens ils achètent le produit. Donc ça marche quand on vend entre guillemets des petits produits, des choses on va dire avec peu d'impact au final potentiel sur la vie de cette personne-là. Mais si par exemple on vend une solution de cybersécurité à 50 000 € par an, que la personne, si elle choisit la mauvaise solution, elle se fait virer de son job, on va pas lui vendre notre solution avec ce genre de dispositif. On va devoir la toucher beaucoup de fois. D'ailleurs, une stat très intéressante de Hockey Stack qui est sortie il y a quelques mois. Il y a en moyenne 222 points de contact nécessaires entre la première impression publicitaire et la clôture du deal. Ça fait quand même beaucoup. Waouh! Alors attends, cette stat-là, elle vaut pour quoi? Pour les deals c'est pour là, ils ont pris, je sais plus exactement, ils ont pris 75 entreprises B2B avec un panier moyen entre 10K et 500K par an. Enfin, quand même des gros paniers moyens. Et c'est vachement intéressant. Non mais t'imagines, ça veut dire 200 et quelques touchpoints. 200, il faut toucher la personne 200 et quelques fois. Là où, quand on pense au B2C, le chiffre qu'on donne très souvent au B2C, c'est qu'il faut 6 fois. Donc on voit la différence. Non mais c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'évidemment qu'on va pas traiter une pub B2B au sens corpo en fait, au sens boîte, ce que moi j'appelle les boîtes structurées. On va pas travailler de la même façon que pour du B2C ou de l'indépendant. Ça peut être même du B2B indépendant. On peut le mettre finalement dans du B2C, dans la façon de fonctionner et de faire ses choix. Évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes, les enjeux pour l'entreprise, mais les enjeux aussi pour la personne. Tu le dis très justement, qui elle risque son job si elle se plante. Donc elle va quand même faire un petit peu attention à ce qui se passe. Certes, elle met pas
son argent à elle, mais elle risque son job, donc c'est parfois peut-être pire. Donc c'est ultra intéressant de dire, pour les convaincre, il va falloir quand même venir les draguer, entre guillemets, beaucoup plus, et par des touchpoints répétés et probablement différents, et certainement des médias aussi différents. Ça, c'est intéressant d'aller comprendre qu'il faut créer tout un... C'est pas que en fait, pardon, tu me dis si je lis bien entre les lignes. Là, t'es en train de nous dire que quand tu vends du high ticket, que t'es corpo, que tu vends du B2B à plus de 10 000, etc., pour la vie d'un client, tu peux pas te permettre de vendre que, finalement, via les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn. Il va falloir faire du touchpoint LinkedIn, répété, bien construit, etc., mais va falloir aussi avoir d'autres clés d'entrée, c'est ça ou pas? Tu as exactement raison. Je pense en écosystème plus qu'en funnel, personnellement. Et LinkedIn va souvent être le dernier étage de la fusée. Je refuse 90% des prospects qui arrivent, parce qu'ils ils viennent me voir, ils disent « Bonjour Moni, on veut des LinkedIn Ads ». Et ils vendent du high ticket, y a pas de problème. Mais il manque des étages sur la fusée. Leur site web, il est pas opérationnel, soit en termes techniques, soit en termes de messages. Ils ont pas encore un product market fit prouvé. Ils ont pas un moteur de contenu, c'est-à-dire ils ont pas un content market fit. Ils ont pas réussi à faire du contenu de manière régulière qui résonne déjà avec leur audience et qui va driver des demandes de démo ou des demandes d'appel vers les commerciaux. Et c'est pour ça que si on n'a pas ces choses-là en place, on peut lancer des ads, on peut lancer des LinkedIn ads, les gens ils vont arriver sur le site, ils vont dire ok c'est pas pertinent pour moi, j'ai pas confiance, je m'en vais. Ou alors ils vont arriver sur le site, ils vont voir qu'il y a zéro contenu de valeur et du coup ils vont pas forcément ils vont moins avoir tendance à acheter, ils vont moins avoir confiance. Et avec le contenu de valeur, c'est là en fait qu'on va accumuler ces 222 touchpoints. C'est avec les newsletters, c'est avec les posts sur LinkedIn qu'on va faire, c'est avec les vidéos YouTube, c'est avec tous les autres assets de contenu qu'on va pouvoir délivrer sur le long terme. Non, c'est vachement intéressant. Ça veut dire, et moi je te rejoins complètement parce que je suis assez persuadée de ça. Il faut arrêter de se dire, je vais avoir une stratégie, je vais la mettre en place et ça va fonctionner. Ça peut fonctionner. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, si on vend un produit pas très cher, un service pas très cher, peut-être qu'effectivement, juste une pub, ça va fonctionner. Mais ça vaut pour tout. Si j'ai quelque chose d'assez facile, en tout cas facile au sens où l'enjeu pour la personne qui achète est moindre, c'est-à-dire s'il se trompe, ça va pas changer sa vie, il aura perdu 50 €, so what, quoi, c'est pas très très grave, c'est embêtant, certes, on a perdu 50 €, mais il se passe pas grand chose. Ça, ok, une pub LinkedIn ou une pub Meta d'ailleurs, ou peu importe, va certainement faire le job. Si en revanche, on est sur quelque chose de plus impliquant, non seulement il va falloir probablement aller mieux travailler ces pubs aussi, mais il va falloir venir par plusieurs endroits différents. Ça peut être, tu le dis très bien, ça peut être juste modifier le média, ça peut rester digital, ça peut être de la newsletter, ça peut être, du webinaire, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être aussi des médias plus conséquents, ça peut être aussi de l'influence, ça peut être passé, sur BFM, ça peut être plein de choses à imaginer. Mais en tout cas, tu utilisais le mot d'écosystème, je trouve ça intéressant, c'est un écosystème à réfléchir. Il faut arrêter de se dire, comme j'entends souvent, oh non mais j'ai essayé LinkedIn Ads, c'est cher et ça marche pas. Non, c'est peut-être pas que c'est cher et ça marche pas, c'est que peut-être qu'on a juste essayé cette stratégie seule et qu'une stratégie seule c'est beaucoup moins fort de façon générale que plusieurs stratégies construites pour travailler ensemble. Imbriqué. LinkedIn Ads, ça va être un amplificateur d'un écosystème de contenu, d'influence et de confiance qui a été bâti. C'est un peu, c'est le carburant qu'on va mettre dans la fusée, mais s'il n'y a pas de fusée à la base, on peut mettre le carburant qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Et tu m'as parlé d'influence tout à l'heure, avec LinkedIn, on peut juste du coup travailler cette influence-là. Si on a par exemple des influenceurs internes, comme un C-level qui prend la parole, ou des influenceurs externes qui vont parler de ton produit par exemple, on peut utiliser les Thought Leader Ads, qui est un nouveau format qui permet de sponsoriser directement les posts de personnes qui sont attachées à ton entreprise ou pas forcément attachées à ton entreprise. Et pour moi, c'est le format numéro 1 à mettre en place sur LinkedIn Ads. C'est plus puissant aujourd'hui. Eh ouais, en fait, c'est vachement intéressant. C'est l'employee advocacy version ads plus mélangé à l'influenceur version ads. Donc là, pour le coup, tu crées ce fameux écosystème dont tu parles où la personne comprend selon différents points de vue et différents angles
pourquoi ce produit va être intéressant pour elle ou ce service va avoir du sens. Super intéressant. Bon, une fois que j'ai compris ça, une fois que j'ai compris que c'est pas que la pub LinkedIn qui va faire l'histoire, qu'il me faut un écosystème, que c'est pas pour tout le monde, que c'est voilà, il y a quand même comme tu disais, c'est le dernier étage de la fusée. Ok, je me suis organisée, j'ai une bonne stratégie de communication globale d'entreprise, etc. Je ne suis pas que sur LinkedIn, mais sauf que là, je suis arrivée à dernier étage de ma fusée. Moi, Moni, j'ai envie de créer des pubs sur LinkedIn. C'est quoi pour toi les grandes étapes importantes qu'il faut pas que je loupe pour construire correctement ma pub sur LinkedIn? Okay. Bon. Déjà, on va supposer que le travail des personas, travail de contenu, tout ça, c'est fait. Ok. Là, on va vraiment parler de la technique. Par rapport à LinkedIn, au début, on démarre par le ciblage. À qui est-ce qu'on va adresser les publicités? Il y a 2 niveaux de ciblage sur LinkedIn. Il y a le niveau des entreprises, donc les comptes qu'on veut targeter, qu'on veut cibler. Et il y a le niveau des personas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une surcouche. On va prendre les comptes qu'on veut et on va ajouter à l'intérieur de ces comptes-là les personnes qu'on veut. Donc, c'est un et, c'est pas un ou. Des fois, je dis des comptes et je vois que les gens, ils mettent un ou entre les deux. Et du coup, ils vont cibler tous les ingénieurs de France ou bien les gens qui travaillent dans telle entreprise. Et là, forcément, ça le fait pas. Donc attention à cette petite erreur là. Alors que tu veux les ingénieurs qui travaillent dans telle entreprise. C'est ça. Exemple tout simple. Tout bête. Si t'ajoutes des gens à une audience et que l'audience elle s'agrandit, ça veut dire que t'as fait du ou. Si t'ajoutes des gens à une audience et que l'audience rapetisse, ça veut dire que t'étais en et. Donc du coup, toujours se rappeler de ça. Tu regardes la taille d'audience et tu peux te dire ah oui là c'est bon, là c'est bien et que je voulais, ou alors c'est bien un ou que je voulais. Voilà. Ouais, ici, ce qu'on cherche à faire, c'est une audience déjà précise. On cherche pas à aller, ce qu'on fait parfois sur Meta, enfin, il y a différentes stratégies, mais parfois on dit sur Meta, il faut donner à manger à l'algorithme pour qu'il comprenne comment ça fonctionne et que du coup, après lui, il puisse t'orienter correctement. Là, ce que tu es en train de dire, c'est un peu l'inverse là sur LinkedIn. Il faut commencer par aller de façon précise et lui dire qui on veut aller chercher. Absolument. On a un algorithme publicitaire qui est beaucoup moins mature, LinkedIn, que Meta. Ça, c'est la première considération. Et la seconde considération, c'est qu'ils ont beaucoup moins de volume de data. Donc, leur machine learning apprend beaucoup moins bien que celui de Meta. Ça fait que le media buying, enfin l'achat de publicité sur Meta, c'est extrêmement automatisé, basé sur des algorithmes. On fait confiance à l'algorithme, on lance les créas, et la créa, elle fait son ciblage toute seule, ce qui est très cool. Sur LinkedIn, c'est exactement l'inverse. On prend un maximum de contrôle sur l'algorithme. C'est vraiment ce que je fais personnellement. Donc, par exemple, par rapport au ciblage des comptes, il y a 2 façons de cibler les comptes. Il y a la façon où on fait un filtrage par rapport aux critères de LinkedIn. Par exemple, on va dire, moi j'utilise ça comme critère typiquement, c'est la taille des entreprises par rapport au nombre d'employés. Donc, on peut prendre les entreprises, par exemple, entre 1001 et 5000 employés, ou entre 5000 et 10 000 par exemple, plus de 10 000 ou moins. À ça, on ajoute évidemment la localisation, donc par exemple en France. Et à ça, on va rajouter les secteurs. Par exemple, on va prendre technologie d'information, on va prendre industrie manufacturière, etc. Donc ça c'était vraiment par rapport au filtre LinkedIn. L'avantage de ça, c'est que entre guillemets, c'est facile. On n'a pas besoin de trop galérer, on va chercher un petit peu et on va faire le bon ciblage. Et ça donne un grand volume. L'inconvénient, c'est que comment LinkedIn fait ce match? LinkedIn, il va tout simplement aller chercher, il va matcher les entreprises par rapport à ce qui est marqué sur la page entreprise. Et si tu as une page entreprise, chaque personne qui administre sa page entreprise va mettre le secteur qui correspond à son entreprise. Mais des fois, les secteurs, elle va mettre un peu n'importe quoi, ou alors elle va penser que c'est tel secteur, alors qu'en vérité, c'est peut-être plus un autre secteur. Donc c'est pour ça que c'est du déclaratif. C'est du déclaratif. En fait. C'est ce que la personne qui a construit la page voilà, va mettre. Exactement. Donc c'est pour ça que de plus en plus, c'est quelque chose que je fais avec de plus en plus de mes clients et que je leur demande à la base. Je leur dis, est-ce que vous avez une liste de comptes cibles? Est-ce que à la mano, vous avez monté une liste de 100, 500, 1000, 2000 entreprises qui sont vraiment des bons fits pour vous, c'est-à-dire qui vont avoir une propension particulière à apprécier votre proposition de valeur. Et quand on fait ça,
C'est vraiment trop cool. On peut aller derrière rapatrier cette liste sur LinkedIn. Soit via un fichier CSV, donc on fait un import du fichier CSV, soit avec une connexion entre HubSpot, entre le CRM et LinkedIn. Et à l'intérieur de ces comptes-là, on va aller adresser les personas, c'est-à-dire les personnes, les gens qu'on veut aller toucher. Et là, il y a une erreur que beaucoup de gens font, c'est « Oh ben moi, je veux parler que aux décideurs. Ou alors, je veux parler que aux C-level. » Donc, il y a un petit problème par rapport à cette façon de voir les choses. Le problème, c'est qu'en B2B, plus l'entreprise est grande, plus le décideur, plus le C-level, il est détaché des réalités opérationnelles du terrain, alors que typiquement, le produit qu'on a... C'est ce que j'allais dire. Le C-level, il décide pas. Le C-level, il donne une vision. Après, il demande à ses équipes de mettre en place la pub. C'est ça. Ils s'en foutent de la pub. Ou alors il va signer le deal, mais le problème que ton produit est résolu, lui, limite il s'en fout. Donc si tu montes tes pubs aux décideurs et tu montes que aux décideurs, t'auras pas de champion. Et le champion, c'est qui? C'est la personne qui, en interne, va voir tes pubs, va dire « Oh là là, ouais, ce problème-là qui est résolu par ce produit-là, c'est vraiment... Ah oui, c'est ça que je ressens au quotidien, ça m'embête. Et du coup, je vais prendre ce produit-là et je vais le vendre auprès de toutes les autres personnes de mon entreprise. » C'est pour ça que moi, ce que je dis toujours, il faut cibler le groupe de décision associé à ce que vous vendez. Donc typiquement, il y a 4 rôles. Il y a les champions qui vont vraiment pousser le deal. Donc c'est ceux qui ressentent la douleur au quotidien. Ou alors, ce sont les superviseurs de ceux qui ressentent la douleur. Par exemple, si l'opérateur ressent la douleur, c'est le superviseur de ces gens-là qu'il faut adresser la publicité. Deuxième, il y a les influenceurs. Donc c'est des gens aussi qui vont avoir tendance à être motivés par la solution. Il y a les bloqueurs. Donc c'est plutôt les gens qui vont bloquer. Donc ça peut être des gens de l'IT, ça peut être des gens du légal, ça peut être des gens de la finance ou du procurement. Et enfin, les décideurs. Donc c'est ceux qui vont signer typiquement. Et moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment aller signer, aller targeter ces 4 typologies de personnes avec au minimum les champions et les décisionnaires. C'est intéressant ce que tu dis sur les bloqueurs. Tu vois, c'est une stratégie que j'ai jamais entendue, d'aller chercher, parce que en général, on a plutôt tendance à aller éviter les bloqueurs, en se disant, lui, ça va être, c'est le juriste, il est jamais d'accord, de toute façon, il veut pas prendre de risques, bon, c'est galère, etc. Là, toi, tu dis l'inverse, tu dis, bah, moi, je vais aller chercher le bloqueur, parce que si j'arrive à faire sauter le verrou du bloqueur, pour le coup, je vais ouvrir pas mal de portes, c'est ça? C'est exactement ça. Et donc, les bloqueurs, qu'est-ce qu'on va faire comme angle? Il y en a 2, hein. Le premier, bah, c'est faire sauter ces objections que tu as entendu par rapport à la solution. C'est trop cher, ça marchera pas, on a déjà les process pour faire ça, pourquoi on fait cette idée-là en plus, etc. Ça, c'est un premier angle. Et le deuxième angle, c'est un peu plus subtil, c'est vraiment comprendre ces bloqueurs-là, voir leur propre pain point et leur propre challenge, et leur montrer comment ta solution, au final, ça améliore le travail. Ah, mais avec notre solution, en fait, au final, tu galéreras moins dans ton travail, ça ira encore plus vite. Ou alors ce sera plus facile de communiquer avec telle équipe, etc. Et en fait, ce que tu vas faire, tu vas servir des publicités à ces personnes-là. Donc tu as 2 choix. Soit dès le début des campagnes, sur le très long terme, tu inclus ces personnes-là directement dans ton ciblage. Soit, si tu as un petit peu moins de budget, tu attends qu'il y ait une opportunité ouverte au niveau des comptes. Tu crées une liste HubSpot qui va être cible, qui va dynamique, qui va aller reprendre les comptes qui sont rentrés en mode deal ouvert. Et seulement sur cette liste-là, tu vas aller pousser des ads à tes bloqueurs. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu essayes de déverrouiller le bloqueur une fois que tu as vu qu'il y avait une opportunité, parce que effectivement, ça sert à rien d'aller déverrouiller le bloqueur si de toute façon les commerciaux ou je sais pas qui prend le deal n'est pas ne serait-ce qu'intéressé à rentrer dans la discussion. Vachement intéressant. Et ça, LinkedIn, ça, le niveau de détail de segmentation de LinkedIn te permet de le faire, ou c'est uniquement quand tu as réussi toi, enfin l'entreprise avec laquelle tu travailles, à identifier les comptes intéressants. C'est ça, grâce à l'intégration avec les CRM. Donc là, LinkedIn travaille bien avec HubSpot. Donc une fois que tu peux vraiment segmenter tes comptes par rapport à leur niveau de maturité dans le cycle de vie client, et après aller pousser ces informations-là vers LinkedIn pour créer des audiences qui vont te correspondre. Et pareil, pour juste boucler la boucle par rapport aux personas, donc tu as plusieurs manières de cibler les personnes. On va faire plus simple. Tu peux cibler les personnes par rapport à leur intitulé de poste. Donc par exemple, tu peux dire CMO, responsable marketing, manager marketing,
etc. Et enfin, par rapport à la taille d'audience, faut faire attention. Il faut pas faire trop gros et pas trop petit. Si ça une audience qui est énorme, moi quand je dis grosse audience, typiquement c'est des audiences qui sont supérieures à 100 000 personnes, c'est un signal que ton audience elle est trop large. Donc ça va être trop dilué. Soit t'adresses 50 000 personnes en même temps, donc c'est pas bien. Soit t'adresses trop de secteurs différents. Et du coup ton message au final il sera pas pertinent. Et là tu as plus intérêt à découper ton audience en plusieurs parties. À l'inverse, si l'audience est trop petite, bah tu vas avoir tendance à payer extrêmement cher. Pourquoi ? Parce que plus l'audience elle est petite, plus ça va être difficile pour LinkedIn de trouver des poches d'audience ou montrer ta publicité par rapport à l'enchère que tu as, évidemment. LinkedIn a moins le choix, donc du coup tu dois le forcer. Et alors du coup, une audience d'une bonne taille, alors je sais que c'est toujours difficile de donner un chiffre, mais là tu me dis, bah voilà, 100 000 c'est peut-être trop gros. C'est quoi à peu près une taille d'audience correcte ? Ouais, donc voilà, il y a évidemment des exceptions. Si tu vends une solution à 2 millions d'euros par an et à une cible de 10 entreprises, évidemment ton audience ça fera 300 personnes et puis c'est ok. Le minimum d'audience sur LinkedIn c'est 300 personnes. Mais c'est extrêmement rare que je fasse des campagnes sur des audiences de 300 personnes. Donc je fais une différence entre audience de retargeting, donc audience de personnes, on va dire entre guillemets chaudes, des gens qui ont déjà interagi avec les publicités ou avec le site web, et audience froide, c'est les gens qui ont jamais interagi avec le site web ou les publicités. Donc pour les audiences de retargeting, typiquement, j'évite de toucher des audiences qui fassent moins de 1000. Si ça fait moins de 1000, ça veut dire qu'il faut que j'élargisse l'audience de retargeting, que je la fasse courir sur plus longtemps, sur une fenêtre plus longue. Donc au lieu de retargeter les gens sur 30 jours, je vais retargeter les gens sur 60 jours par exemple. Ou alors ça peut être par rapport au fait que j'ai pas empilé assez d'audience de retargeting. Et moi ce que j'aime bien faire c'est les empiler, c'est-à-dire retargeter les gens qui sont allés sur le site web, ou bien qui ont visité la page LinkedIn, ou bien qui ont cliqué sur une pub image, ou bien qui ont engagé avec une publicité vidéo. Donc la limite inférieure 1000. Ouais, c'est comme tu disais, c'est tous les différents touchpoints, ils se Ouais, valent en fait. C'est ça. Donc plus de 1000 par rapport au retargeting, et par rapport aux audiences froides, plus de 10 000. Donc ce sera typiquement, moi ce que j'essaie de faire, c'est en gros entre 20 000 et 80 000 par rapport aux audiences froides sur LinkedIn Ads. Ok, entre 20 000 et 80 000, on est sur quelque chose qui a suffisamment de monde pour que ça puisse être intéressant, et pas trop de monde pour que ça veuille dire que c'est déjà bien segmenté, que t'as déjà un peu prémâché le boulot à l'algo de LinkedIn. Ok, super. Bon, très bien. Donc là, je vais avoir une publicité qui va être correctement ciblée. En tout cas, je vais adresser les bonnes personnes. Ça, c'est déjà effectivement un gros bout du truc. Enfin, il n'y a pas que ça dans une publicité. Il y a aussi le contenu, ce que je vais mettre dans la publicité. Comment est-ce que tu conseillerais de la travailler ? Donc, il y a plusieurs formats publicitaires utilisables. On va prendre les formats classiques, images et vidéo. Par rapport le format le plus safe des assets visuels, c'est le format 1 par 1 ou carré. Le format que je déconseille, c'est typiquement le format rectangulaire, parce qu'il va être extrêmement moche sur mobile, on va rien voir. Et je vois beaucoup d'entreprises B2B faire ça encore. Donc ça, je conseille de ne pas faire. Un format intéressant, c'est le format rectangulaire en gratte-ciel. C'est-à-dire, au lieu de faire un 16/9, on fait un 9/16. Ça peut très bien fonctionner, d'après les tests que j'ai mis en place sur différents comptes. Et après, derrière, effectivement, déjà, c'est important de savoir, ok, où est-ce qu'on emmène la personne ? Est-ce qu'on emmène la personne vers un contenu qui est qualitatif ? Si à la base, on n'emmène pas la personne vers un contenu qualitatif ou une page produit qui est qualitative et qui est adaptée à ce que les gens y veulent, on peut faire toutes les pubs qu'on veut, on peut l'écrire de la meilleure manière qu'on veuille, ça ne pourra pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment le premier item sur la checklist. Après, derrière, par rapport à la publicité, c'est vraiment important d'avoir ce mindset que les gens, ils sont pas sur LinkedIn pour voir des pubs. À l'inverse, ils sont sur LinkedIn pour s'informer, pour discuter avec leur pairs, etc. Donc du coup, il faut attirer l'attention de la personne. Et ça se fait avec quoi ? Ça se fait avec la créa. Ça se fait avec l'image. Donc l'image, il y a quelques best practices que j'aime utiliser sur l'image. J'essaye de faire des images qui vont attirer l'attention. Donc par exemple, avec des couleurs un petit peu différentes. Donc si j'ai mes clients qui
qui ont beaucoup de bleu, et de blanc et de gris, j'essaye quand même de voir si on peut pas introduire des couleurs un peu plus punchy, qui vont aider à stopper le scroll. J'essaye aussi de mettre des visages humains qui ne soient pas des photos stock, mais plutôt des vraies photos de personnes. Ça a tendance à mieux fonctionner. C'est important aussi de pas mettre trop de texte dans l'image. C'est un peu comme dans Meta. Je vois des gens qui mettent beaucoup de texte dans les images. Moi, je préfère mettre 12 caractères et des textes qui soient vraiment lisibles. Et idéalement, c'est un texte qui va vraiment attraper la personne. Donc, on va vraiment adresser le problème de la personne. On va peut-être même faire un call-out, c'est-à-dire que on va dire qui elle est. Si on s'adresse au RH, et on va peut-être mettre RH dans l'incrustation textuelle. Voilà. Et puis après, par rapport aux images, donc on a évidemment plein de combinaisons différentes de possibilités. Un format plutôt une exécution que j'aime bien faire, c'est celui dans lequel on fait des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Donc par exemple, tu vas faire un screenshot d'un avis client, tu vas faire un screenshot d'un post, tu vas faire intervenir un client ou tu vas faire intervenir ton CEO en caméra, et ça va donner des contenus qui seront beaucoup plus organiques, beaucoup plus entre guillemets, donc en fait ce qu'on appelle en fait les pubs moches. Et pourquoi ça marche, c'est parce que c'est moche du coup que les gens s'arrêtent. Ils voient que c'est pas une publicité. Donc moi je conseille d'essayer ça. Puis après au niveau du texte. Oui, parce qu'en fait, est-ce que c'est pas un truc, pardon, je te coupe, mais est-ce que c'est pas un truc du genre, si ça ressemble à une publicité, c'est qu'ils ont ils ont un peu enjolivé la réalité, ils veulent vendre. Si c'est moche, c'est que c'est pas une publicité, parce que personne ferait une publicité moche filmée avec un iPhone vite fait, mal fait, avec une mauvaise lumière. Enfin, j'exagère, je grossis le trait, hein. Mais, donc, si c'est pas une publicité, potentiellement c'est plus authentique et c'est plus vrai, et l'information que je vais récupérer a plus de valeur. C'est ça. En tout cas, c'est le schéma mental qui peut s'opérer de manière, instantanée et intuitive dans le cerveau des personnes. Après, je comprends évidemment que c'est pas nécessairement adapté à toutes les marques. Il y a des marques qui pourraient dire ouais mais non, si on fait ça le fait pas au niveau de la brand reputation. Nous on veut des trucs vraiment vraiment léchés. Donc moi je dis que c'est bien expérimenté. Donc c'est bien de faire des publicités entre guillemets bien léchées, bien designées, etc. Qui attirent l'attention et où on a effectivement le logo de la marque. Mais c'est bien aussi de tester des publicités un peu entre guillemets plus différentes, plus disruptive, où on va essayer de faire en sorte que ça ressemble pas du tout à une publicité. Et moi, j'ai constaté que dans la plupart des cas, ça donne des taux d'engagement beaucoup plus importants. Cool. Est-ce que il y a des... Alors j'ai bien compris tes spécificités de LinkedIn sur sur le ciblage et sur la façon de traiter la cible. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont particulières à LinkedIn que je vais retrouver sur les pubs LinkedIn et qui sont pas forcément vraies, par exemple sur des pubs Meta, parce qu'on a effectivement souvent plus l'habitude d'utiliser Meta. Je pense que les best practices en termes d'acquisition de l'attention sur Meta vont être assez similaires sur LinkedIn au final. Faut juste savoir qu'il y a des formats gagnants sur LinkedIn et des formats qui marchent pas. Par exemple, le format carousel sur LinkedIn, typiquement ça marche pas. Donc je conseille de pas le faire. Alors que les formats plus safe, comme le format image, le format vidéo, ça a très souvent tendance à fonctionner. Le format document, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est le fait de mettre des slides. Donc c'est mettre un PDF full valeur sur LinkedIn pour permettre aux gens de feuilleter ce format-là. Donc ça c'est intéressant comme format. Ce que je voudrais dire par rapport à LinkedIn, c'est que la très grande majorité des annonceurs sont dans le boring to boring, c'est-à-dire en fait ils pensent que vu que leur produit est très sérieux, qu'ils sont très sérieux et que les gens à qui ils s'adressent sont très sérieux, il faut que la communication soit ennuyeuse à mourir. Alors que à mon avis c'est pas pareil, enfin c'est pas le cas parce qu'on vend des humains, on vend pas des robots et les humains sont émotionnels et ils prennent des décisions basées sur les émotions puis rationalisent derrière avec des arguments rationnels. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important dans les publicités d'avoir cet aspect émotionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire du fun. C'est pour ça que c'est bien de mettre des memes. J'ai mis ça en place pour des clients et ça fonctionne très bien les memes. Donc de montrer en fait qu'on n'est pas boring to boring, on est un peu fun. Donc avec des formats différents, avec un vocabulaire moins corpo et un peu plus on va dire un peu plus réel, un peu plus humain. Donc c'est vraiment ça qui fonctionne bien sur LinkedIn. Plus fun. Ouais, en fait, ça permet d'être disruptif au sein de LinkedIn qui, effectivement,
comme c'est B2B, la plupart des gens parlent de façon, et notamment dans les publicités, mais pas que, parlent de façon un petit peu sérieuse parce que on a l'impression de mettre sa carrière un peu en jeu à chaque fois qu'on appuie sur publier. Donc évidemment, c'est peut-être plus posé que ce qu'on va pouvoir voir quand on se promène sur Insta, sur Facebook, sur je ne sais quoi. Toi, ce que tu dis, c'est justement, sortons du boring, sérieux, bien organisé qu'on a sur LinkedIn de façon constante, et allons rajouter un peu de fun, un peu de choses que finalement on verrait sur d'autres réseaux, mais qu'on voit moins sur LinkedIn. Ça permet d'accrocher l'œil parce que c'est différent. C'est le principe d'Activia, du yaourt qui sort au milieu d'un linéaire tout blanc, qui dit moi je vais faire un pot vert, parce que comme ça va attirer le regard. C'est un peu la même histoire, c'est ça? Je puise énormément d'inspiration dans les marques B2C ou D2C, Direct to Consumers, parce que ce sont des boîtes qui sont fun, qui sont innovatives, et elles ne vendent que par le marketing. Donc si le marketing il est pas bon, il n'y a pas de sales qui sont là pour récupérer et voilà. Donc ils ont forcément un très bon marketing, et souvent ils sont vraiment à la frontière en termes d'aspiration créative. Donc moi je vais m'inspirer chez eux. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. C'est intéressant d'aller puiser dans le B2C, parce que t'as raison, eux, il y a que le marketing, entre guillemets, que le marketing qui fait vendre. Il y a personne d'autre qui vient rattraper si on a une communication un poil bancal. Donc c'est intéressant d'aller regarder leur stratégie et de s'en inspirer, puis de les appliquer après en fonction bien sûr des contraintes. Quand on est dans le B2B, on n'a évidemment pas toujours les mêmes contraintes, mais c'est intéressant d'aller chercher tout ça. Écoute, merci beaucoup Moni. Je vais essayer de résumer ce que tu nous as dit. Tu nous as donné plein de pépites sur LinkedIn Ads. Merci beaucoup. D'abord, tu nous as dit que LinkedIn Ads, c'est pas pour tout le monde. Et je te remercie de cette honnêteté-là, parce que il y a plein de gens qui diraient mais si, LinkedIn Ads, viens donc vers moi. Non, toi tu dis non, LinkedIn Ads, les coûts d'acquisition sont pas les mêmes, le lifetime cycle du client n'est pas le même non plus, et en gros tu dis c'est vraiment intéressant quand ton client il va te rapporter, pour donner un chiffre, 10K ou plus sur la vie du client chez toi. Sinon, tu vas avoir des coûts de clic, des coûts d'acquisition qui vont être peut-être trop chers sur LinkedIn, et un algorithme qui est pas suffisamment robuste pour aller chercher suffisamment de monde. Donc ça déjà c'est intéressant, c'est très bien pour les corpos, pour les grosses boîtes qui vendent du high ticket, ou en tout cas pas forcément grosses boîtes, mais qui vendent suffisamment high ticket. Après, quand je te demande les étapes pour créer des pubs performantes, tu m'as beaucoup parlé de ce ciblage, et du fait, c'est intéressant aussi de dire que l'algo LinkedIn, il est moins mature qu'un algo de Meta. Et Meta, pour simplifier, ce qu'on a tendance à dire, c'est maintenant arrêtons de cibler. Je simplifie beaucoup pour les gens qui font de la pub Meta, mais bon, arrêtons de cibler. De toute façon, l'algo est super fort, il va cibler à notre place, donc donnons-lui au contraire à manger. Prenons une audience très large pour que l'algo fasse le job et trouve les bonnes personnes. Là, ce que tu nous dis, c'est sur LinkedIn, c'est à peu près l'inverse en fait. Comme LinkedIn est un algorithme moins mature, il vaut mieux nous-mêmes cibler et lui donner les bonnes entreprises, les bons comptes, les bons personas, pour qu'après, il puisse comprendre quelles sont les personnes vers qui il va falloir se tourner et aller finalement mieux travailler. Tu me dis un autre truc que j'ai trouvé vraiment super intéressant et que j'entends pas habituellement. Tu dis, la plupart de mes clients, ils veulent cibler les C-level, et c'est une bêtise d'aller chercher les C-level en priorité, parce qu'en fait, le C-level, il a autre chose à faire que d'aller prendre la décision de choisir tel ou tel fournisseur. Il vaut mieux descendre d'un cran, aller voir l'opérationnel, le champion, aller voir aussi ce que tu dis, le bloqueur, ou aller voir l'influenceur, celui qui va aller proposer des solutions. Et en dernier, on va aller chercher le décideur, le C-level éventuellement. Et puis tu nous parles aussi des tailles d'audience. Donc c'est bien parce que tu es rentré dans des trucs vraiment précis sur lesquels souvent les gens osent pas donner de chiffres. Et alors on le sait, les chiffres, il faut toujours les prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre de tout le monde. Mais au moins ça nous donne un ordre d'idée. Ce que tu nous dis, c'est que il faut être ni trop gros ni trop petit. Si on a une audience qui fait 100 000, 200 000, on est probablement trop gros. Si à l'inverse, on a une audience qui est en dessous de 1000, on est probablement trop petit. Tu dis pour direct targeting, ok, 1000 et plus, ça marche. Pour une cible froide, faut au moins du 10 000, et même tu dis en fait c'est entre 20 et 80 000 que le sweet spot se retrouve. Il faut avoir quand même un petit peu de masse, mais bon, comparé à des Facebook Ads, plutôt beaucoup moins.
Après, sur les formats, tu nous dis, il y a des formats qui fonctionnent. Le 1:1, il fonctionne. C'est un peu la règle d'or. Il fonctionne à peu près partout. Ce que tu dis qu'il faut éviter, c'est le rectangulaire horizontal, le paysage, parce que sur mobile, ça marche pas. En revanche, le vertical fonctionne bien. Et puis, ton petit truc, toi, sur LinkedIn, c'est un peu la disruption. C'est de dire, si on a des codes très posés, comme on a souvent dans le B2B, avec du bleu foncé, du gris, du noir, du blanc, etc., peut-être qu'aller chercher de la couleur, ça va permettre de justement attirer l'œil et casser ces codes pour pouvoir venir bien stopper le scroll de la personne qui regarde la pub. Et puis, j'aime beaucoup ton histoire de pub moche. Vraiment, ça m'interpelle, c'est de se dire, il faut changer un petit peu les choses parce que notre cerveau a l'habitude de comprendre ce qu'est une pub. Et la pub avec la photo stock ou avec le truc bien cadré, bien organisé, etc., on a déjà compris que c'était une pub et donc, on a déjà compris qu'on est en train de nous présenter l'entreprise ou le service sous les meilleurs jours finalement. Alors que si on fait une pub moche, on se méfie un petit peu moins, entre guillemets. On se dit que c'est quelqu'un qui a fait son screenshot ou sa vidéo vite fait, et donc c'est peut-être plus authentique. Et en plus de ça, ça vient encore une fois être disruptif parce qu'il y en a pas beaucoup finalement des vidéos moches ou des pubs moches sur LinkedIn. Les gens mettent du budget quand on parle de 10K et plus en termes d'acquisition, de lifetime du client. Évidemment, il y a peu de pubs moches. Donc toi, tu dis, c'est un petit hack qui permet de se rendre finalement plus visible. Ce que tu dis aussi, c'est que, moi j'aime beaucoup cette expression, je te l'ai dit en off, B2B, ça veut pas dire boring to boring. Et c'est vrai, on a tendance à croire que dans le B2B, on n'est pas des personnes. Si, a priori, c'est juste que on est pendant la journée au travail, mais enfin, on reste des personnes. Et en général, on aime bien l'humour, on aime bien rigoler, on aime bien se détendre. Et donc, on peut aussi aller chercher des choses comme ça. Tu dis notamment que les mèmes, ça fonctionne plutôt pas mal, donc pourquoi pas aller chercher ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était une espèce de résumé. Alors t'as dit plein d'autres choses, mais j'ai essayé de trouver un peu comme ça des nuggets de choses vraiment qu'on n'entend pas partout et peut-être auxquelles on penserait pas à premier lieu sur LinkedIn. Donc merci à toi Moni de nous avoir un petit peu proposé des choses, je dirais différentes sur comment on peut aller travailler nos pubs LinkedIn. Moni, si on veut en savoir plus, si on a des questions, parce que voilà, on est en train de travailler notre stratégie LinkedIn. Si on veut discuter avec toi, si on veut, peut-être travailler avec toi, pourquoi pas, évidemment. Comment est-ce qu'on peut te trouver? C'est très facile, on peut me trouver sur LinkedIn. Bon, voilà. Pas très surprenant. Monichim sur LinkedIn, je mettrai évidemment ton lien, le lien de ton profil sur les notes de l'épisode. Merci beaucoup Moni d'être venue sur le podcast du marketing, ça me fait vraiment très très plaisir de t'avoir reçu et puis de parler de LinkedIn Ads parce que je pense que je n'avais pas parlé jamais, je crois, de LinkedIn Ads sur le podcast du marketing. Donc merci à toi. Estelle, merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop cool. J'ai beaucoup kiffé et j'espère que les gens ont kiffé aussi. Merci beaucoup Moni d'avoir partagé avec nous toutes ces pépites sur LinkedIn Ads. Je comprends maintenant beaucoup mieux l'algorithme de LinkedIn Ads. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir un peu plus sur le podcast du marketing, je vous invite à rejoindre les 10 000 personnes qui reçoivent la newsletter du podcast du marketing. Pour la rejoindre, c'est très facile. Il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.